Ok. Euh, Avant de débuter la démo du montage, de l'assemblage des images entre elles, j'aimerais prendre quelques minutes pour revenir sur l'intérêt d'avoir utilisé le format NEF, donc le format RAW, au niveau de l'enregistrement des fichiers sur le D90 au moment de la sortie prise de vue dans Namur, en tous les cas pour les groupes qui ont eu l'occasion de le faire. D'accord. J'ai ici pris un exemple de prise de vue qui a été enregistré parallèlement en deux formats différents, le format JPEG, hein, JPG, et le format RAW, donc le .NEF. Le NEF, c'est le RAW de chez Nikon. Okay, donc je vais d'abord ouvrir dans Photoshop le format JPEG. Et j'ai pris pour ma petite démo ici, évidemment, un exemple d'une image qui est évidemment un peu catastrophique. Elle est complètement surexposée. Et si on se contentait d'avoir utilisé un format JPEG pour cette image, on va voir qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour récupérer ce qui n'est pas possible de récupérer. Donc voilà, une image surexposée. Alors, vous vous souvenez sûrement des petites interventions que j'ai faites au Q1, au quadrimestre numéro 1. Et donc, on avait vu qu'on pouvait retoucher une image en allant chercher de préférence par ici un calque de réglage. Et les calques de réglage de base, vous vous souvenez que c'était exposition dans l'ordre niveau, courbe, et puis luminosité contraste pour terminer l'intervention. Bien ici, je vais sauter l'étape exposition, je pourrais le faire, mais je vais directement, parce que ce sera plus parlant, me rendre sur le calque des réglages des niveaux. Je choisis donc les niveaux et je vois apparaître ici l'histogramme en fait qui correspond à la répartition en quelque sorte des pixels de cette image. On voit que la plupart des informations sont concentrées du côté droit, c'est-à-dire vers les valeurs les plus claires. Hein. Les valeurs moyennes sont ici, les valeurs foncées ici. On constate qu'il y a un manque d'ailleurs criant de valeurs ou d'informations dans les valeurs foncées. C'est exactement, évidemment, ce qu'on a sous les yeux. Ça correspond parfaitement à une image qui est surexposée. Eh bien, si je me contentais de prendre le petit curseur qui est là pour le faire, vous voyez, glisser vers la droite et essayer de récupérer un peu d'informations dans les valeurs foncées, en poussant de manière même exagérée ici évidemment, les valeurs foncées, voilà, eh bien il faut vraiment que je sois à fond ici du côté droit pour voir apparaître deux, trois petits nuages radioactifs ici dans le ciel qui est désespérément blanc. Et regardez le résultat dans les valeurs foncées, une catastrophe évidemment. D'accord. Donc cette image, telle qu'elle est là, on aurait pu tout simplement la mettre à la poubelle. Mais heureusement, ici, dans le cas présent, on a pensé à enregistrer parallèlement au format JPEG un fichier au format RAW, donc un enregistrement des informations de la capture de l'image au moment de la prise de vue. Je ferme donc le JPEG en enregistrant rien, pardon, et si j'ouvre maintenant la version NEF, donc la version qui est en fait, qui n'est pas encore une image, qui est en fait une description de l'image en devenir, hein, la voilà, elle s'ouvre non pas directement dans l'interface de Photoshop qui est ici à l'arrière-plan, mais bien au premier plan avec un utilitaire inclus dans Photoshop qui s'appelle Camera Raw. En fait, Camera Raw, c'est un petit Lightroom si vous voulez. D'accord. Donc, comme vous avez eu l'occasion de voir un module de développement des images au format RAW avec Lionel Marbehan, il serait de bon ton, évidemment, dans votre process d'utiliser pour l'amélioration des clichés Lightroom. Mais bon, si vous ne parvenez pas à l'utiliser correctement, si vous n'avez pas Lightroom, bon, ça me paraît bizarre, puisque normalement vous devriez avoir toute la suite, hein, eh bien vous pourriez vous contenter d'utiliser Camera Raw qui présente ici toute une série de réglages sur la droite, et on va pouvoir de cette façon-là corriger l'histogramme, hein, qui se présente de la même façon que le JPEG qu'on a vu à l'instant, on le corrigeait au niveau, par exemple, ici, de la température, donc de la balance des blancs, hein, en quelque sorte. Si je trouvais que, tiens, c'était trop chaud, je pourrais aller vers, vous voyez, un rendu un peu plus bleu, plus froid. Si, au contraire, il était, à mon avis, trop froid, je pourrais aller vers quelque chose de plus chaud. Hein, donc, corriger en quelque sorte une balance des blancs, déjà, qui ne serait pas suffisamment performante. La teinte également, l'exposition, regardez, en corrigeant l'exposition,
regardez ici comme je vais pouvoir foncer l'image, mais surtout récupérer, regardez dans le ciel, la matière en fait qui n'était pas visible sur l'original. Donc quand je dis récupérer la matière, bah, il s'agit ici des nuages comme vous pouvez le voir. D'accord? Les tons clairs, je pourrais aller, vous voyez, en les éclaircissant, ou au contraire en allant les corriger vers une valeur négative, donc en les fonçant. Hein. Les tons foncés également, si je juge que les tons foncés sont un peu trop foncés, je pourrais aller les éclaircir en allant vers une valeur positive ici. Les noirs, bah, je pourrais les éclaircir également, vous voyez, ou au contraire les foncer, et ainsi de suite. La clarté, correction du voile, la vibrance ici, va me permettre d'avoir une dynamique au niveau des couleurs plus intéressante, par exemple. La saturation, que je pourrais juger un tout petit peu trop faible ici, je pourrais corriger de la même façon. Donc ici, bon, si j'étale un tout petit peu mon histogramme hein, pour vraiment le répartir de manière correcte, voilà le résultat que j'obtiens ici à l'écran. Alors je peux visionner, vous voyez, avant-après, hein, comme ceci, voilà, en passant avec cette touche, un peu comme dans Lightroom, tout simplement. Donc vous voyez qu'ici, l'intérêt d'avoir pensé à enregistrer au format RAW nous permet de rectifier le tir et de tenter de récupérer ce qui est récupérable dans l'image à l'aide des curseurs qui sont à notre disposition. D'accord? Une fois que c'est réalisé, eh bien, je peux évidemment ouvrir l'image à ce moment-là, la basculer pour la faire passer dans l'interface de Photoshop habituelle, hein, l'interface habituelle ici. D'accord? Voilà, vous voyez tout l'intérêt évidemment d'insister sur l'enregistrement des fichiers au moment de la prise de vue au format RAW et non pas se contenter, comme je vais dire, les gens le font généralement, d'enregistrer au format JPEG. Ok, alors, avant d'aller plus loin dans le montage, l'assemblage, je voudrais tout simplement vous montrer les fichiers originaux, ceux qui sont sortis de l'appareil photo. J'ai pour cela rapatrié ici sur mon disque, sur mon ordi, ici chez moi, un des dossiers d'un des groupes, les B1, G1, bon j'aurais pu prendre d'autres, hein. C'est un des groupes qui a eu l'occasion de sortir avant les mesures de confinement. Et donc, bah, j'ai rapatrié ce dossier avec les originaux et j'ai déjà séparé, si vous voulez, en deux sous-dossiers les fichiers. D'une part les JPEG et d'autre part les RAW, d'accord? Et donc, on pourrait imaginer ici que pour les JPEG, il s'agit en fait des RAW qui ont été traités dans Lightroom ou un autre logiciel, on l'a vu, sauvegardés ensuite au format JPEG. J'aurais pu les sauvegarder en TIFF, en PSD, que sais-je. Ici, je les ai sauvegardés en JPEG, et donc voilà, me voilà avec cette série de fichiers dans ce dossier. D'accord? Donc je suis prêt à sélectionner les photos qui feront partie de mon 360, mais avant ça, je voudrais quand même vérifier la qualité, en fait, des images. Donc je vais pour ça ouvrir n'importe laquelle, hein, j'ai pris la première ici, dans Photoshop, et je vais aller tout simplement vérifier la taille de l'image ici dans le menu Images. D'accord? Qu'est-ce que je vois? Ben, je constate ici que cette image a une dimension de 2848 pixels sur 4288. Ça, c'est la dimension objective de l'image, en fait, en pixels. Et cette dimension transposée à une résolution de 300 dpi, hein, dpi, pas pixels par centimètre, pixels par pouce, donc dots per inch, donc dpi, 300 dpi, eh bien, me donne l'occasion d'exploiter cette image à un format de 24 cm sur 36 cm. Ok? C'est ça que ça veut dire. Souvenez-vous de la dimension du panorama final hein, que je vous demande de me livrer. C'était en fait 15 cm de haut, 300 dpi. Donc la résolution est bonne. Il ne faut surtout pas y bouger pendant le process. Hein, veiller à rester à 300 dpi, qui est une haute qualité au niveau de ta résolution. Ne pas passer en 72 ou en 240 par inadvertance, d'accord? Et par contre, si on regarde ici la hauteur qui fait 36-31,
ben, on est dans un format beaucoup trop important, trop grand par rapport aux 15 cm qui sont souhaités. 15 cm de haut, 360 degrés, vous vous souvenez, coupé hein, de part et d'autre de l'image panoramique, mais 15 cm de haut. Donc, pour ne pas, je veux dire, surcharger votre disque dur inutilement, et surtout fatiguer votre ordinateur, qui va peut-être calculer de manière beaucoup plus intense en travaillant avec des images originales au format 36-31, moi, je vous proposerais de diminuer ce format et pas de le faire passer à 15, parce que, bon, là, vous n'aurez plus beaucoup de latitude si vous devez recadrer dans l'image finale. Mais ce que je ferais, c'est par exemple, au lieu de 36, faire la moitié, 18 par exemple. Ce qui nous laisse encore 3 cm de mou hein, pour un recadrage ou un redimensionnement en fin de parcours. D'accord? Donc, vous pourriez, pour chacune des images, faire l'opération d'ouvrir le fichier, d'aller dans taille de l'image, mettre 18 cm, confirmer OK, voilà, l'image a été réduite, et puis enregistrer sous et envoyer éventuellement cet enregistrement dans un autre dossier qui pourrait s'appeler redim pour redimensionnement, par exemple, de façon à garder les originaux intacts au format 36-31 et envoyer des images redimensionnées dans un autre dossier qui accueillerait les images au format 18 cm de haut, par exemple. Okay, mais tout cela est évidemment assez fastidieux, d'autant que vous avez une série d'images à redimensionner. Si vous en avez une centaine, c'est un peu pénible. Et donc, l'idée était ici de vous montrer comment faire pour créer facilement à nouveau ce qu'on appelait dans le temps un script, qu'on appelle maintenant une action, qui permettrait de faire ça automatiquement, tout simplement, c'est-à-dire créer rapidement cette petite action qui vous permettra de redimensionner les images et appliquer cela à un lot d'images, à un ensemble d'images, pour directement redimensionner l'ensemble du dossier. D'accord? Alors, pour ça, je vais ici dans le dossier des B1 G1, hein, qui contient d'une part les originaux en RAW, d'autre part les JPEG. Je vais créer un troisième dossier qui sera un dossier qui permettra de récupérer les images redimensionnées, j'appelle ça par habitude redim, diminutif ou raccourci pour redimensionnement si vous préférez. D'accord? Voilà, j'ai créé ce dossier à cet endroit-là, comme ça je m'y retrouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller chercher une action. Alors, les actions, souvenez-vous, vous les trouvez dans Fenêtre, le menu Fenêtre, Action. Hein. Avant, ça s'appelait des scripts et c'était évidemment la lettre S. Maintenant, Action A. On a donc au départ les actions par défaut qui ont été créées par les gens de chez Adobe qui s'installent au moment où vous installez le logiciel Photoshop. Heureusement, on va pouvoir créer d'autres dossiers. Alors, on peut créer un autre dossier, un ensemble, et on va l'appeler, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça? Je ne sais pas moi, traitement, images au pluriel, traitement des images. Voilà. Et dans ce dossier, on pourrait avoir différentes actions qui nous permettent de traiter les images en lot d'images, en ensemble d'images, traitement image. Alors, vous voyez que le dossier est ouvert, il n'y a rien dedans, évidemment. D'ailleurs, tout est grisé, on n'a pas accès. Il va falloir, pour avoir accès à quelque chose, à une action, la créer. Et c'est la petite icône qui est ici qui va nous permettre de créer une nouvelle action. Cette action, je vais appeler ça, pour rester cohérent, redim. Voilà. Et à partir du moment où je l'ai nommé, vous voyez que j'ai le petit témoin d'enregistrement qui se met en route. Donc ça veut dire que tout ce que je vais faire dans Photoshop maintenant, toutes les étapes successives feront partie de mon action redim qui me permettra de redimensionner mes images. Ok? Alors, c'est parti. Bon, celle-là a déjà été redimensionnée, donc on va peut-être en ouvrir une autre. Donc je vais faire quoi? Je vais faire commande O, hein, ou ouvrir, et je vais aller rechercher. En fait, ici dans mes originaux JPEG, je ne vais pas prendre la 1 puisqu'elle est déjà ouverte, je vais prendre, pas moi, peu importe, hein, la 10 par exemple. Voilà, comme base. Je l'ouvre, d'accord? Et vous voyez qu'il est marqué ici ouvrir. Voilà l'image numéro 10. Je vais aller contrôler sa dimension en allant dans Image, taille de l'image. Je remarque que, logiquement, comme toutes les autres, la hauteur est à 36-31, on l'avait remarqué. Je fais passer cette hauteur à 18 cm.
Toujours en gardant évidemment la résolution de 300 dpi, je confirme OK. J'ai donc agi sur la taille de l'image. Si je veux contrôler, je clique sur la petite flèche qui est là et je vois qu'on a fixé la hauteur à 18 cm. Ça marche là? Donc ouvrir, première étape. Deuxième étape, on agit sur la taille de l'image. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette image? On va la sauvegarder, enregistrer sous, voilà, tout simplement. Et je l'envoie où? Non pas dans le dossier JPEG, hein, vous avez compris, on va l'envoyer dans le dossier Redim qui est vide actuellement. Je l'enregistre et je veille à garder le maximum de qualité, puisque là je suis en JPEG, alors on pourrait très bien l'enregistrer au format TIFF ou PSD, mais ici je suis en JPEG, donc je veille à garder évidemment la qualité la meilleure, qualité maximum, donc avec un taux de compression 12 pour un fichier plus volumineux. Ok? Voilà, j'ai enregistré, et puis qu'est-ce que je fais si j'arrête mon script ici? J'ai commencé par ouvrir et j'arrête à enregistrer, c'est un peu dommage. Ça veut dire que si je lance ce script un peu incomplet sur un lot d'images, je ne sais pas moi, 200 images, elles vont s'ouvrir, on va agir sur la taille de l'image, Photoshop va enregistrer le résultat, mais l'image restera sur le plan de travail. Donc il vaut mieux veiller évidemment à, après ouvrir, taille de l'image enregistrée, fermer l'image comme étant l'étape qui boucle en fait notre action. Je ferme et donc j'ai l'étape fermeture, fermée, qui se met en place. Ok? Bien, ça me semble complet. Je peux donc stopper l'enregistrement de mon script. Je pousse sur le petit carré qui est là et j'ai mon petit script Redim qui fait partie ici du dossier de l'ensemble traitement d'image qui est prêt à fonctionner. Ok? Je peux même fermer ceci. Je vais même fermer celui-là aussi, ne pas enregistrer, puisque c'était la première que j'avais redimensionnée devant vos yeux. Voilà, maintenant, pour lancer en fait un script sur un lot d'images, il va falloir aller dans Fichier, Automatisation, Traitement par lot. Traitement par lot, donc on applique, si vous voulez, une action sur un ensemble d'images, sur un lot d'images. Vous voyez que par défaut, il a déjà pris le dernier ensemble qu'on vient de créer et la dernière action qui s'appelle bien Redim. J'aurais pu aller chercher une action qui se trouve dans les actions par défaut de Photoshop. Hein. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est de choisir l'action qu'on vient de créer qui s'appelle Redim. Quelle est la source? Sur quelles images est-ce que je souhaite appliquer en fait cette action? Eh bien, la source sera un dossier. Je vais aller sélectionner le dossier avec mes originaux, évidemment. C'est-à-dire, en réalité, le dossier B1G1 au niveau des JPEG. Ça, ce seront ce que je considère comme étant mes originaux. Je sélectionne et je vois que j'ai le chemin en fait qui apparaît ici jusqu'à, vous voyez, B1G1 360 / le dossier qui contient les JPEG. Je vous conseille de cliquer sur les 3, 1, 2 et 3 fonctionnalités qui sont là, au minimum. Et à la limite, cliquez sur tout, puisque inclure les sous-dossiers, ça voudrait dire que si j'ai des sous-dossiers dans mon dossier JPEG ici, les images seraient traitées également. Ici, j'en ai pas, donc à la limite que je clique ou non sur inclure les sous-dossiers, ça n'a aucune importance. Enfin, voilà, je vous le signale, si jamais vous aviez un dossier avec des sous-dossiers et que tout devait être traité, vous cochez la case inclure tous les sous-dossiers. Ok, ça c'est ce qui concerne la source. Ok, l'action, on l'a dit, la source c'est fait, les erreurs, arrêt en cas d'erreur, c'est parfait. Ici, supprimer les boîtes de dialogue d'options d'ouverture de fichiers ou les avertissements sur les profils colorimétriques. Le fait de cliquer sur ces cases permet de passer outre les avertissements habituels de Photoshop, par exemple sur un profil colorimétrique qui n'est pas le même dans l'image originale par rapport à l'espace de travail de Photoshop. Okay. Maintenant, la destination. Qu'est-ce qu'on fait de ces images qui auront été redimensionnées par l'action Redim? Eh bien, on va les envoyer, évidemment, dans un dossier. Et on va sélectionner le dossier en question. Et si vous vous souvenez, on va évidemment envoyer cela
dans Redim. Le problème, c'est qu'on a déjà l'image numéro 10 qui est là. Donc ça veut dire que quand on va lancer notre script sur les images originales qui sont là, quand il va arriver à la 10e image, il va interrompre le script pour dire que l'image existe déjà. Donc l'image numéro 10 qui nous a servi à créer le script, bah, il faudrait aller penser à la virer de ce dossier. Ça va? Mais je sélectionne bien le dossier Redim comme étant le dossier de destination de mes images redimensionnées. Priorité sur les scripts, sur les instructions d'action enregistrées sous, un peu pour les mêmes raisons que ce que j'évoquais là tout à l'heure, pour éviter qu'ils ne s'arrêtent en cours de route. Le reste, tout ça c'est bon, on touche à rien, c'est parfait. Alors avant de pousser sur OK, je vous disais, je vais aller chercher mon image, où est-ce qu'elle est? Qui est dans Redim, et je vais la mettre à la poubelle. Hop, ici, poubelle. Vider la corbeille. Vider la corbeille. Voilà. Alors, c'est parti. Je crois que tout est en place. On croise les doigts. Normalement, ça devrait le faire comme on dit. Donc, je vais resituer ma fenêtre Photoshop. Et on lance OK pour lancer le script. C'est parti. Script Redim. Voilà. Vous voyez, on n'a même pas le temps de se rendre compte que l'image s'ouvre. Elle est redimensionnée. Voilà. On est déjà, alors si je regarde ici, vous voyez, on est déjà à l'image 18 sur le nombre d'images. J'ai même pas fait attention en fait au nombre d'images qui étaient à traiter, mais il n'y en a pas énormément. Mais vous pourriez lancer ça évidemment sur un lot d'images de 100, 200, 500 images, peu importe, hein, vous allez boire un verre pendant que Photoshop fait le travail. Voilà, on avait 39 images, j'avais même pas fait attention, et donc mes 39 images ont été traitées par le script Redim. Regardez, si je prends la 1 maintenant, ou n'importe, hein, la 24, voilà. Je l'ouvre dans Photoshop, je regarde dans Image, taille de l'image, et je vois bien que l'image a été traitée en 18 cm de haut, avec une résolution de 300 pixels par pouce, donc dpi. C'est exactement ce que je souhaitais. Ça va? Voilà, ben on est fin prêt pour commencer l'assemblage des images entre elles.